Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. On ne peut pas se moquer impunément des gens les plus pauvres en s'étonnant un jour que ça pète. Ah oui, ça ne pouvait finir que comme ça. Il y a une centaine de Kanaks qui étaient venus en France, on les exposait comme ça, on reconstituait leur habitat au bois de Boulogne, et on les exposait tels des bêtes. C'était il y a moins d'un siècle. On ne peut pas effacer toute cette histoire en faisant comme si ça n'avait pas existé. Bonjour tout le monde, voilà, ça y est, le média est officiellement en course pour obtenir un canal sur la TNT, rien que ça. Le 15 mai, nous avons déposé notre dossier auprès de l'ARCOM, l'ex-CSA, le régulateur du paysage audiovisuel français, qui, d'ici cet été, doit examiner les multiples candidatures et décider quelles chaînes pourront émettre dans des millions de foyers. C8, CNews, BFM TV ou encore LCI sont remises en jeu et le média pourrait s'y frayer un chemin. Nous l'affirmons, nous sommes en capacité de prendre d'assaut la TNT d'ici quelques mois. Nos techniciens, journalistes sont prêts, notre petite équipe n'attend plus que le feu vert de l'ARCOM et votre soutien, celui de milliers de citoyens. Sans vous, nous ne pouvons pas imposer un rapport de force. Le dépôt de ce dossier serait vain. Tout est entre vos mains. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr pour nous faire un don défiscalisable. Pour nous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de l'Instant Porcher. À l'heure où l'on est assommé par les discours de toutes parts, il est bon de se poser, faire le tri et décrypter. Bonjour Thomas. Salut Lisa. Alors avec toi aujourd'hui au programme, la Kanaki Nouvelle-Calédonie s'embrase et Emmanuel Macron arbore un trophée de plusieurs milliards d'euros d'investissements étrangers pour les emplois. C'est parti. La Kanaki Nouvelle-Calédonie s'embrase après des dizaines d'années de paix. La semaine dernière, l'Assemblée nationale a voté la réforme constitutionnelle qui vise à élargir le corps électoral au scrutin provincial de l'archipel à tous les citoyens résidant sur place depuis 10 ans. Cela pourrait rabattre les cartes en faveur des non-indépendantistes pro-État français et surtout les Kanaks voient dans ce projet décidé à plusieurs milliers de kilomètres une tentative de recolonisation et un danger pour leur peuple. Donc là, on a un État qui impose sa volonté et qui surtout met un processus, on va dire, de recolonisation du pays. Donc c'est le danger, c'est pas le danger de la démocratie, c'est le danger des disparitions d'un peuple. C'est ce que vous craignez si le vote est étendu aux populations non autochtones. Alors, à la suite de cette volonté d'ouvrir le corps électoral, c'est d'empêcher une représentation du mouvement indépendantiste et de la population locale en général au niveau des institutions locales. Et que le risque par la suite, c'est que l'État discute avec l'institution locale qui est une institution, on va dire, dans le sens de l'État français. Donc, et derrière, ça s'arrête, ce que je pense, c'est que ça ne s'arrêtera pas là. Parce qu'il y a une volonté derrière d'interdire, en fait, ou de ne pas prendre en considération la population kanak. Donc c'est ça le danger. Des révoltes ont éclaté la semaine dernière. L'État a annoncé y envoyer les gendarmes et même l'armée et a décrété l'état d'urgence. 5 personnes sont décédées, 2 gendarmes dont un tir accidentel et 3 jeunes Kanaks. Des milices contre les révoltes se sont également constituées pour, je cite, aider les forces de l'ordre. Pour aller plus dans le détail, nous avons consacré plusieurs émissions, dont nos directs la semaine dernière à ce sujet, avec des Kanaks, experts et sur le terrain de l'Assemblée nationale ou des rassemblements. On va se pencher ici, comme toujours, sur le plan économique. L'année dernière, déjà, l'archipel s'inquiétait d'un modèle économique à bout de souffle, avec de grosses inégalités. 1 personne sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Des difficultés qui touchent plus particulièrement les Kanaks, plutôt que les personnes blanches venues d'Hexagone ou descendants de colons. Aujourd'hui, quand vous allez à Nouméa, il y a un contraste. Il y a un contraste pas possible. Vous arrivez, vous voyez des populations dans des squats. Des populations autochtones, j'imagine, dans les squats. Des populations océaniennes, Kanaks et océaniennes, qui sont dans les squats, qui n'ont pas d'eau, pas d'électricité. Et puis vous faites, sur la même commune de Nouméa, vous faites quelques kilomètres plus loin, on a les baies avec comment dire, on peut qualifier de Saint-Tropez de Nouméa, quoi. Il y a un contraste qui est là aujourd'hui. Habité par les populations qui ont immigré vers l'archipel. C'est ça, on a des populations qui n'ont même pas de quoi emmener du pain tous les jours sur la table. Et de l'autre côté, on a comment dire, voilà, toutes les personnes qui détiennent les richesses du pays, quoi. C'est la même commune. Arrivé à un moment, la cohabitation devient difficile, quoi. S'il y a une population qui est laissée pour compte, quand il y a des politiques publiques qui sont mises en place pour aménager la plage de Lanzwata, pour faire des trottoirs, etc., et que de l'autre côté, il y a toujours des gens qui sont dans les squats. C'est la même chose. À Saint-Louis, quand on met 60 millions dans le cadre du dernier contrat de développement, 60 millions pour faire des études,
pour faire un viaduc, pour contourner la tribu de Saint-Louis. Pourquoi on n'aurait pas pris ces 60 millions là pour mettre dans la formation des jeunes puis l'insertion? Le territoire traverse aussi une grosse crise dans un secteur clé, le nickel. Tous les médias titrent un désastre économique à venir avec une industrie en danger, pourtant un des piliers de la paix entre État et indépendantistes. Thomas, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le climat économique d'une part qui a fait monter la colère du peuple? En fait, quand on regarde les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Je veux dire, même si vous êtes un statisticien et que vous regardez les chiffres sans aucune connaissance de la situation de la Nouvelle-Calédonie, ça parle vraiment, ça parle tout simplement. Vous regardez, la population kanak est plus nombreuse que la population caldoche et la population nouvelle arrivant. Elle est beaucoup plus jeune et les taux de pauvreté sont 3 fois plus élevés et les accès aux services publics sont beaucoup plus limités pour les populations kanak que les autres. Et après, l'accès aux études supérieures est beaucoup plus faible chez les Kanaks que chez les autres. Donc, partant de là, on voit très bien qu'il y a un gros problème d'inégalité. Ce qui s'est passé avec cette réforme électorale, c'est que c'est un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais quand on regarde les tendances, on voit très bien qu'il y a des inégalités très fortes. Et après, quand on regarde l'histoire, c'est encore plus compliqué. Parce que dans les années 60, par exemple, les Kanaks n'avaient même pas le droit d'aller en ville. Il fallait qu'ils aient une autorisation de leur employeur. Vous regardez, il y a moins d'un siècle. D'ailleurs, c'est une histoire qui est connue pour ceux qui aiment le football. Vous aviez Christian Carambeu, un joueur de l'équipe de France de football en 98, très très bon. Il s'est rendu compte qu'un de ses ancêtres avait été exposé comme un zoo en plein air, une exposition sur le monde colonial, où il y a une centaine de Kanaks qui étaient venus en France. On les exposait comme ça, on reconstituait leur habitat au bois de Boulogne, on les exposait tels des bêtes. Et il y avait un des grands-pères de Carambeu, le joueur de foot. C'était il y a moins d'un siècle. On ne peut pas effacer toute cette histoire avec les inégalités aujourd'hui qui s'en suivent, en faisant comme si ça n'avait pas existé. Il y a un passif, il y a des inégalités, et c'est là-dessus que gronde la révolte. On ne peut pas se moquer impunément des gens les plus pauvres. Et ça, c'est dans tous les domaines. C'est en banlieue, c'est dans la France périphérique, des classes populaires avec les gilets jaunes. Et là, c'est à Nouméa, avec en plus une histoire coloniale forte et une ségrégation sociale, mais aussi un passif avec un racisme ethnique très élevé. C'est quoi les voies de sortie, toi, aujourd'hui, dans cette crise ? Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il faudrait abandonner ça, parce que cette réforme électorale. Parce que là, on voit bien que le but, c'est clairement de placer en minorité, avec les nouveaux arrivants, les populations kanak, qui sont normalement majoritaires. Quand on les prend, kanak, caldoche et nouveaux arrivants, qu'on les met en 3 parties, ils sont majoritaires. Mais là, le but, c'est de les rendre minoritaires. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là-bas, les élections locales sont les plus importantes. On est sur une île, je veux dire, la présidence Macron, ça peut être important, plus ou moins. Je pense que c'est plus les caldoches qui votent, mais les élections locales sont très importantes, très très importantes. Et à partir du moment où on fait en sorte qu'une population qui était présente, qui était majoritaire, qui veut se faire entendre et qui est plus pauvre, soit mis en minorité, il ne faut pas s'étonner que les gens soient contre. Parce que vraiment, il faut... Dans les 3 référendums qu'il y a eu, effectivement, c'est les indépendantistes qui ont gagné. Bon, le dernier référendum, il est remis en cause. Quand même. Il est beaucoup remis en cause. Il est remis en cause parce qu'il était juste après le Covid, que la majorité des morts du Covid ont été des Kanaks, parce qu'ils ont plus de maladies chroniques, qu'il y a des cérémonies et des traditions, et il faut en tenir compte au moment des deuils. Il y a plus d'1 an de cérémonies. Et donc les Kanaks ont demandé, les indépendantistes, à reporter ce référendum. Ça a été refusé. Et donc on a un score quasiment soviétique. Mais le dernier référendum n'est pas valable. Mais on se rendait compte qu'il y avait une montée, en tous les cas, de revendications indépendantistes. Et c'est parfaitement normal. Je pense que derrière, il y a une colère. Et que les gens ils se rendent compte que la situation est dégradée pour eux. Donc la première solution, ce serait déjà, moi je trouve que la France doit regarder son histoire sans la réécrire. Et ça, c'est le problème partout. La deuxième des choses, c'est qu'à un moment, il va falloir qu'on s'interroge sur le fait de devoir quelque chose à des populations. Quand il y a eu la fin de l'esclavage, on a donné une compensation à celui qui était propriétaire d'esclaves et pas aux esclaves. Et là, la vraie question, c'est à un moment, il faut donner une compensation financière à ces populations qu'on a mis volontairement à la périphérie et qui sont aujourd'hui plus pauvres. Ils ne sont pas plus pauvres, comme vous le disent les économistes,
ou certains libéraux parce qu'ils ne veulent pas s'enrichir ou parce qu'ils refusent de travailler et qu'ils ont les mêmes chances. Et comme ils ont les mêmes chances, ça serait tout aussi simple. Non, il y a des facteurs structurels, des facteurs de domination, des facteurs qui font que certains ont les moyens de production, et c'était très bien dit dans l'interview, et donc possèdent les richesses. Et les autres, quoi qu'ils fassent, sont à cette périphérie-là. Donc à un moment, il va falloir faire quelque chose. On ne peut pas vraiment, encore je dis, on ne peut pas se moquer constamment et impunément des plus précaires et des plus pauvres, et en s'étonnant un jour que ça pète. Bah oui, ça ne pouvait finir que comme ça. Ça ne pouvait finir comme ça. Alors, on ne savait pas la date, mais ça ne pouvait finir que comme ça. Et même si demain la situation est réglée, vous aurez de manière récurrente des crises comme ça, tant que les inégalités sont aussi fortes et tant qu'on n'aura pas fait quelque chose pour rééquilibrer ce passé colonial et la situation économique qui fait que les Kanaks n'arrivent pas à prendre l'ascenseur social. Puis aussi tout l'aspect autour de laissez-nous décider pour nous-mêmes d'autodétermination, quoi. À un moment, il faut consulter tout le monde. En fait, là, on a l'impression vraiment qu'il y a un pilotage à distance, sans tenir compte des spécificités des territoires. Là, c'est un territoire qui a 17 000 kilomètres, je crois. Enfin, c'est pas du tout la même chose que de piloter quelque chose qui est à Paris. Donc, il y a toujours une volonté quand même d'imposer un point de vue en se disant ça va fonctionner de cette façon-là et ça va être très simple, ça va passer, sans tenir compte des spécificités locales et donc des populations qui vivent là. Les Kanaks sont encore majoritaires. Les Kanaks vivent sur l'île, donc c'est une partie prenante qu'il faut prendre en compte beaucoup plus sérieusement. On ne peut pas décider comme ça à distance et se dire c'est bon et s'ils n'acceptent pas, c'est de leur faute, au revoir. C'est pas comme ça que ça doit se passer. 15 milliards d'euros d'investissements étrangers en France, 56 projets. Le sommet de Choose France qui se tenait à Versailles lundi 13 mai s'avère vertueux pour Emmanuel Macron qui fait de la réindustrialisation son cap dans ce deuxième mandat présidentiel. Ce sommet de rencontre entre l'État et les grands chefs d'entreprise est la vitrine d'un président de la République qui veut un pays, que dis-je, une nation au top de l'industrie et de l'entrepreneuriat. 4 milliards d'euros par Microsoft dans le Haut-Rhin, 1,2 milliard par Amazon, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. En Seine-Saint-Denis, l'Américain Equinix annonce l'agrandissement de son centre de données avec 630 millions d'euros supplémentaires d'investissement. Tout ça avec la promesse de création d'emplois, bien évidemment. On parle de 10 000 postes. Thomas, est-ce qu'on aurait été médisant? Est-ce que les baisses d'impôts, les subventions auraient enfin fonctionné? Elles ont fonctionné quand même, mais de manière marginale. Les investisseurs sont toujours venus en France. Parce qu'on a l'impression qu'en fait, ils venaient jamais et que depuis que Macron est là, ils viennent tous. Non, effectivement, depuis que Macron est là, ils viennent un peu plus. Ils viennent aussi parce que le Royaume-Uni, qui est un pays voisin, est sorti de l'Union européenne. Donc une grosse partie des investissements se sont rapatriés sur la France. Mais c'est vrai que les grandes entreprises adorent les baisses d'impôts. Les grandes entreprises adorent les lois travail aussi, qui donnent moins de droits aux salariés. Les entreprises adorent les flat tax, les baisses sur les revenus financiers. Donc c'est une réalité. Mais à la base, les investisseurs venaient déjà et ils venaient pour les infrastructures parce que nous avions des bonnes infrastructures. Mais d'ailleurs, il faudrait peut-être regarder ça parce que si elles deviennent moins bonnes, il y a toujours des pays qui ont des fiscalités plus avantageuses. Et aussi parce qu'il y avait une bonne formation. Et ça aussi, il faudrait regarder ça. Donc il ne faut pas négliger l'investissement dans les infrastructures et la formation. Mais après, oui, les baisses d'impôts attirent les grandes entreprises. Et demain, si vous mettez 0% d'impôts partout, les grandes entreprises vont sabrer de champagne, ça c'est clair. Alors, petite ombre quand même dans le tableau, hein, derrière ce parterre de grandes entreprises et milliards d'euros, l'entreprise Ma France, sous-traitant automobile, qui est la dernière usine d'automobile dans le 93 à Aulnay-sous-Bois, a été mise en liquidation judiciaire la semaine dernière, laissant 300 familles sur le carreau. Et c'est Stellantis, un grand groupe automobile franco-américain au bénéfice record, qui était le premier client de ce sous-traitant, de cette usine. Inflation, le client refuse de payer plus cher, l'usine coule. Bref, une histoire qui se répète pour l'industrie française de l'automobile français. Thomas, comment on peut assister à une telle dichotomie? D'un côté, à Versailles, en grande pompe, on nous promet une réindustrialisation, des milliards d'euros, etc. Et de l'autre, du concret, une usine qui ferme, la dernière automobile dans le 93. Alors déjà, quand on parle d'investissement direct étranger, c'est pas forcément quelqu'un qui va ouvrir une usine. Ça peut être quelqu'un qui rachète une entreprise française et qui la restructure, mais là, son rachat compte comme un investissement direct étranger. Donc, ça recouvre vraiment plusieurs facettes. Parfois, on peut juste racheter, pas créer d'emploi, on peut même en détruire. Donc, il faut vraiment voir ce que l'on appelle investissement direct étranger. Ensuite, attirer des investissements directs étrangers, je veux dire, dans un pays pauvre, ça peut être une façon d'attirer des investisseurs et d'avoir un transfert de compétences quand l'État est suffisamment agressif pour négocier ce transfert de compétences comme l'a fait la Chine et à terme produire ses propres biens.
Mais ça ne doit pas être non plus le but d'une puissance industrielle. Une puissance industrielle, elle doit surtout développer son industrie et pas attirer les autres industries. Attirer Google, Amazon, je vois pas en quoi c'est bien. Attirer Tesla demain, c'est aussi ouvrir la concurrence à nos constructeurs automobiles. Si on peut encore les appeler nos constructeurs, parce qu'ils appartiennent finalement, on se rend compte de plus en plus qu'à eux-mêmes. Mais ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses qu'il faut dire pour cette usine-là, c'est un modèle a été défendu en France, enfin en Europe. C'est le modèle qu'il fallait avoir des entreprises que l'on mettait en entités homogènes, on se séparait des entités les moins productives et on faisait appel à d'autres entreprises qu'on peut jeter si elles proposent des prix trop élevés. On fait jouer la concurrence. Donc on n'est pas dans des entreprises qui sont verticalement intégrées, ce qui est différent avec la Chine et ce qui était différent avec notre histoire. La Chine, de l'extraction des métaux rares jusqu'à la conduite automatique des voitures, tout est intégré dans la même entreprise. Il n'y a pas de souci. Nous, on a des entreprises qui se concentrent uniquement sur ce qui gagne de l'argent et qui après font appel à des sous-traitants. Et les sous-traitants, elles s'en séparent quand elles n'en veulent plus. Donc ça, c'est un modèle qui a été défendu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des sous-traitants qui n'ont quasiment qu'un seul client et qui sont très dépendants de ce client et qui, à l'ancienne époque, auraient été intégrés à l'entreprise. Et donc là, il n'y avait plus de problème. Mais qui ne sont à côté de l'entreprise et qui dépendent du bon vouloir. Donc il y a une vraie asymétrie entre la grande entreprise et la petite entreprise. Et cette situation-là, elle existe partout. Elle existe sur les pneus, elle existe partout, sur ceux qui font les roues des trains, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un événement que l'on voit qui est assez constant. Et ce qui est triste, c'est que nos dirigeants, comme ils ne veulent plus intervenir dans l'économie, comme ils ont laissé la plupart des économies se privatiser, on ne sait même plus si les entreprises françaises elles sont françaises ou américaines. Total va aller aux États-Unis, Stellantis, on ne sait plus vraiment ce qu'il est. Et la seule chose qui lui sert, c'est son produit, c'est son profit. Par contre, s'il y a un problème, rappelons que dans Stellantis, il y avait des constructeurs automobiles français qui ont reçu beaucoup d'argent public, pratiquement 3 milliards. Et là, l'État intervient. Donc, c'est ça. Donc là, on a toutes ces petites usines là, qui travaillent pour des grands groupes, qui dépendent principalement des grands groupes. Puis les grands groupes, ils les utilisent, les pressurisent. Et puis quand ils n'arrivent pas à pressuriser plus loin, ils vont chercher ailleurs, en Pologne, en Roumanie, ce qu'ils pourraient trouver en France. Donc oui, c'est une situation scandaleuse. Et on ne peut pas parler de réindustrialisation sans tenir compte de ce tissu industriel. Justement, derrière ces milliards d'euros d'investissement, tu l'as déjà un peu expliqué, qu'est-ce qui se cache derrière ? C'est-à-dire que, est-ce que ces entreprises vont rester ? Est-ce qu'elles vont créer des postes ou est-ce qu'elles vont avoir des aides publiques non conditionnées ? Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est un investissement durable ? On ne sait pas. En fait, c'est ça. Ça peut être tout et n'importe quoi. Bien sûr qu'elles vont en bénéficier. En fait, elles bénéficient de tout le cadre qui leur a été donné, c'est-à-dire une baisse d'impôts. Enfin, l'impôt sur les sociétés, maintenant, c'est 25%, 15%. Quand vous arrivez à vous arranger, vous pouvez encore plus baisser ce taux. C'était 50% il y a encore quelques décennies. Donc les taux d'imposition baissent partout. Il y a eu 2 lois travail qui font qu'on peut se séparer plus facilement aujourd'hui de travailleurs qu'on ne veut plus. On peut avoir des accords beaucoup plus faciles pour les faire travailler plus longtemps et ainsi de suite. Donc il y a vraiment eu un cadre pro-entreprise qui a été mis en place. Il y a aussi des aides auxquelles bénéficient les entreprises. Il y a eu le CICE qui s'est transformé en baisse de charges, etc. Et il n'y a pas de contrepartie. Donc les entreprises, elles font ce qu'elles veulent. Elles peuvent ouvrir juste un siège social, elles peuvent juste ouvrir une filiale, comme elles peuvent ouvrir une usine et employer moins de gens et prendre plus de robots parce que le coût de la main-d'œuvre est plus cher, et ainsi de suite. Elles font ce qu'elles veulent. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui. C'est que, en fait, il n'y a pas de politique industrielle en France, il n'y en a pas en Europe parce que les intérêts sont divergents. Et d'ailleurs, dans les traités européens, il y a marqué noir sur blanc que l'Europe doit participer à une ouverture harmonieuse des frontières, à baisser les droits de douane et à faire en sorte que les investissements puissent venir. C'est ce qui est marqué dans les traités. Donc vous voyez, quand il y a des politiques qui disent oui, il faut une Europe souveraine et qui ne disent pas qu'il faut remettre en cause les traités, ils mentent, parce que dans les traités, il y a marqué dans les articles noir sur blanc qu'il faut laisser fonctionner le commerce de manière harmonieuse. Il y a ça, et après nous avons nos entreprises aussi qui maintenant ne courent qu'après leur profit. Et 30% du commerce, c'est du commerce entre filiales. Quand vous avez quelqu'un comme Stellantis qui est prêt à racheter un Chinois pour lui offrir sur un plateau le marché européen, on voit bien que c'est un constructeur au départ qui devient finalement un distributeur d'une marque chinoise qui lui offre ses points de vente. L'Europe, c'est plutôt une terre de remplacement de ces industries que de producteurs. Et ça pose un problème. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cet épisode de l'Instant Porcher. J'attrape une dernière fois votre attention avant de se quitter. La situation politique est inédite, urgente, 2 directs par jour, du terrain, du reportage, mais aussi de l'enquête. Le média, c'est 25 travailleurs et travailleuses qui produisent de l'information au quotidien.
Et ça y est, le média est officiellement en course pour obtenir un canal sur la TNT. Le 15 mai, nous avons déposé notre dossier auprès de l'Arcom, l'ex-CSA, le régulateur du paysage audiovisuel français, qui d'ici cet été doit examiner les multiples candidatures et décider quelles chaînes pourront émettre dans des millions de foyers. C8, CNews, BFM TV ou encore LCI sont remises en jeu et le média pourrait bien s'y frayer une place. Nous sommes prêts. Donnez-nous les moyens de créer ensemble la télé du futur, la télé de ceux qui ne la regardent plus. Rendez-vous sur tnt.lemediatv.fr pour nous faire un don défiscalisable. Nous sommes ravis de décrypter l'actualité avec Thomas chaque semaine. Merci pour tous vos pouces en l'air et commentaires qu'on lit sous la vidéo YouTube. Spectateurs, abonnés, donatrices et sociaux, je vous dis à la semaine prochaine.